Bon, bah alors la première question, donc Michel, qui es-tu? Alors, Michel Tonini, je suis à la base, je suis pilote de chasse. J'ai fait l'école de l'air de Salon-de-Provence pour être pilote de chasse. Ensuite, j'ai été pilote d'essai. Ensuite, j'ai été recruté comme astronaute. Je me suis présenté pour être astronaute dans le cadre du programme Hermès, qui était un programme de navette spatiale européenne qui aurait dû décoller sur le fusée Ariane 5. Donc finalement, j'ai été recruté dans les années 85 pour faire un vol avec les Américains, mais dû à l'accident de la navette Challenger en 86, je suis parti faire un entraînement en Russie au lieu de faire un entraînement aux États-Unis. Et finalement, j'ai fait un vol dans l'espace en 92 sur le vaisseau Soyouz et la station spatiale Mir. Et après ce vol, quand j'ai appris que le programme Hermès était abandonné, je suis resté un peu en France. Et ensuite, j'ai continué par un deuxième entraînement à la NASA, dans le besoin étant qu'il fallait quand même aider un petit peu les Américains à se rapprocher des Russes pour le projet de la Station spatiale internationale. Donc, je suis arrivé avec Jean-Luc Chrétien en 95 à la NASA et j'ai fait un vol en 1999 sur la navette Columbia, qui était un vol qui est destiné à lancer un télescope rayon X qui s'appelle Chandra. Et je suis resté à la NASA jusqu'en 2003, date à laquelle il y a eu l'accident de la navette Columbia, ma navette. Donc je savais que mes chances de revoler étaient vraiment très très diminuées. Donc j'ai choisi de prendre un poste de management et je suis devenu le directeur du centre des astronautes de Cologne, à Cambrai, à Cologne je veux dire, de 2003 jusqu'à 2011. D'accord, extraordinaire. Et alors, donc, avant d'aller dans l'espace, tu as pu piloter énormément d'avions. Parce que bon, les gens s'intéressent beaucoup à l'espace, mais bon, en tant que pilote moi-même, tu as pu piloter beaucoup d'avions et puis des sacrées machines. Donc, tu peux nous en raconter un peu plus sur ces choses extraordinaires? Alors, j'ai commencé à voler comme tout le monde, vu que j'ai fait l'école du public de l'air, j'ai volé sur des petits avions, genre Piper, Rallye, etc. Puis après, à l'école de l'air, j'ai volé sur des Fouga Magistères. Puis, dans le cadre du système de la formation des pilotes de chasse de l'armée de l'air, j'ai fait du T-33, donc du Fouga Magistère du T-33, du Mystère 4, et j'étais affecté sur une escadre qui avait des Super Mystères SMB2. Entre-temps, j'ai fait aussi du F-100 dans des vols Super Sabre, qui est un avion américain, qui était dans la base de Toul. J'en ai fait quelques vols. Et après, j'ai fait 2 ans sur SMB2. Et ensuite, notre escadron a reçu le Mirage F1, donc j'ai fait 5 ans sur Mirage F1. Après, dans le cadre de l'école de pilote d'essai, j'ai fait une dizaine d'avions différents, dont le Lightning, le Jaguar anglais, le Andover, le BAC 111, enfin, pas mal d'avions anglais. Chaque avion était un avion différent. C'était un peu dans le but de la formation des pilotes d'essai pour qu'on puisse s'adapter et apprendre le plus rapidement possible un nouvel avion et être à l'aise dans n'importe quel avion. Donc le stage était vraiment très intéressant. Avant, en tant que pilote d'essai, j'ai volé aussi sur pas mal d'avions différents. Je crois qu'au total, si j'additionne tous les avions à hélice, les avions de chasse, j'ai dû voler sur 80 ou 90 avions différents. Waouh! Et chez les Russes, tu as pu aller. C'était le 25, c'est ça, le MiG-25 qui faisait les rentrées à la Bourane? Alors, les Russes avaient fait plusieurs simulateurs de Buran. Ils avaient d'abord un Buran motorisé, donc comme si on avait une navette spatiale, mais avec plusieurs moteurs à l'arrière pour faire des touch and go. Donc, ils avaient ce Buran motorisé. Ça, j'en ai pas fait. Par contre, ils avaient 2 appareils qui servaient à faire des atterrissages de Buran, qui étaient le MiG-25. Donc, j'ai fait plusieurs vols de MiG-25, qui a une finesse en rentrée jusqu'à l'atterrissage, à peu près équivalente à celle de Buran. Et il y avait aussi un autre simulateur qui était le Tupolev. Et j'ai fait aussi pas mal de vols sur le Tupolev pour l'atterrissage de Buran. C'était des vols très intéressants. On volait avec Igor Volk, qui était aussi un pilote d'essai russe et cosmonaute. Et on volait au centre d'essai en vol russe. Donc à l'époque, c'était dans les années 90, c'était vraiment très très quand même osé de la part des Russes de nous laisser voler dans leur centre d'essai en vol. Mais ça a commencé à se faire de façon très positive. Ouais, je pense quand on partage la passion de l'air, il n'y a plus de nationalité, de politique et autres, hein, quelque part. Oui, c'était vraiment une ambiance qui était axée sur l'aéronautique et sur l'espace. Et on avait expliqué aux Russes que c'était dans le cadre de faire notre programme Hermès. Et
ils étaient assez fiers de nous aider pour Hermès. Le programme leur plaisait beaucoup, le programme Hermès, et ils étaient contents d'y être associés. D'accord. Et alors, bon, tous les pilotes ou pilotes d'essai finissent pas dans l'espace. Qu'est-ce qui fait que toi, tu as envie d'aller dans l'espace et qu'est-ce qui t'a amené à réussir à aller dans l'espace quelque part? Alors, d'abord, quand les cosmonautes et les astronautes ont volé dans l'espace, moi, en tant que Français, je ne pensais pas que ça pouvait être possible qu'un Français aille dans l'espace. Mais j'y ai pensé la première fois lorsque j'ai vu la section où étaient Jean-Luc Chrétien et Patrick Baudry, dans les années 80. Mais à l'époque, je n'avais pas les diplômes nécessaires. J'étais juste pilote de chasse et je savais que le diplôme de pilote de chasse n'était pas suffisant pour être astronaute. Et quand j'étais pilote d'essai et qu'il y a eu cette deuxième sélection associée à Hermès, j'ai bien compris que Hermès était vraiment validé grâce à des pilotes d'essai et que les pilotes d'essai qui se présentaient en France avaient les meilleures chances du monde d'être acceptés. Et mon pari a été fait puisque je me suis présenté et j'ai été pris. On était 2 pilotes d'essai, il y avait Jean-Pierre Hénéré et moi-même, on a été pris grâce au programme Hermès. Et qu'est-ce qui a fait que tu avais envie d'aller dans l'espace? Parce que j'étais vraiment à l'aise dans mon métier de pilote d'essai et j'avais envie d'essayer Hermès, de mettre ma contribution pour ce programme Hermès. Excellent. Et donc, quelqu'un qui voudrait désormais devenir spationaute ou cosmonaute ou astronaute en fonction du pays, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant au XXIe siècle pour arriver à ça? Alors, au départ, tout à fait au départ des astronautes, il n'y avait que des pilotes de chasse, pilotes d'essai. Ensuite, ça a été moitié pilote de chasse, pilote d'essai, moitié ingénieur d'essai ou ingénieur de haut niveau. Et maintenant, on peut dire qu'on a un tiers entre les scientifiques, les pilotes et les ingénieurs. Donc, il faut choisir une voie, soit pilote, soit ingénieur de très bon niveau, soit scientifique de très bon niveau également. Quand je dis très bon niveau, il faut avoir un niveau équivalent à un doctorat dans chacun des cas. Et surtout, comprendre que les vols aujourd'hui sont des vols quand même spécifiques, qui sont quand même avec des contraintes différentes, puisque c'est des vols de 6 mois. Aujourd'hui, les vols vont durer 6 mois, donc il faut accepter de vivre ce que nous avons vécu. Donc, le confinement, il y a 2 mois qui pour moi étaient vraiment très légers. Il faut le vivre pendant 6 mois dans un espace fermé où on ne sort jamais. Ouais, c'est assez dramatique si on sort. On va pas se promener, quoi. Donc, je veux dire, il faut avoir des qualités psychologiques qui sont vraiment adaptées à ce type de vol. Donc, il faut vraiment s'adapter, comprendre, accepter. Il faut l'accepter à l'avance. Parce que si on l'accepte trop tard et si on n'a pas compris qu'on allait faire des vols longs, ça devient complexe. D'accord. Et donc, qu'est-ce qu'on ressent lors du lancement? Parce que je regardais hier les 2 gars qui vont partir, là, enfin peut-être samedi. Alors avant, vous aviez des espèces de combinaisons énormes. Là, on a l'impression qu'ils sont en jogging maintenant. Mais qu'est-ce qu'on ressent? Est-ce que la tenue elle a un impact là-dessus ou pas? Enfin, c'est quoi un lancement? Alors, la tenue, c'est pas vraiment le plus important du lancement. La tenue, c'est une tenue qu'ils ont fait plus saillante, parce que la tenue, elle est toujours adaptée au siège dans lequel on va s'asseoir. Par exemple, si vous êtes dans un Soyouz, au décollage, on est sur le dos avec les jambes qui sont vraiment recroquevillées, donc on est en position du fœtus. Donc, le scaphandre doit être designé pour cette position, et ça fait une forme qui est un petit peu plus flasque, c'est normal. Mais là, ils ont une position qui est plus assise, donc on peut faire un scaphandre qui est plus saillant, et ils ont bien réussi à faire un scaphandre qui est tout à fait adapté au niveau visuel d'ailleurs. Je trouve qu'il est très esthétique, il est très moderne, et il a l'air plus facile en précision que le scaphandre russe également. Mais les scaphandres sont uniquement là pour vous protéger en cas de dépressurisation. Parce que s'il y a un problème grave et qu'il y a un choc dans la cabine, il faut que le corps puisse survivre en cas de dépressurisation. D'accord. Et donc, alors, au moment du lancement, on ressent quoi? On pense quoi et on ressent quoi? Alors, au moment du lancement, on a plusieurs paramètres dans notre cerveau qui vont se mettre en œuvre. D'abord, être attentif à tous les bruits, toutes les vibrations. Donc, on a décuplé, vu qu'on a attendu ce moment-là pendant longtemps, on l'a un petit peu vécu au simulateur, sauf qu'on n'a pas vécu au simulateur l'expérience globale. Donc, on va être attentif à n'importe quel bruit, n'importe quelle vibration attendue
ou n'importe quelle vibration inattendue. Donc on est vraiment aux aguets de tout ce qui peut se passer parce que c'est une phase qui est dangereuse et qui peut mal se terminer quand même. On l'a vu dans les accidents que nous avons eu dans l'espace. Donc on est quand même assez tendu, assez attentif, mais dans une sensation aussi où on se dit c'est un moment unique. C'est vraiment un moment qu'on ne reverra pas forcément un autre jour. Donc c'est un mixte entre les deux. C'est un mixte entre un plaisir immense, une sensation immense de puissance. Hein. Imaginez-vous, quand on décolle sur une navette spatiale, c'est une poussée de 3500 tonnes pour un poids de 2000 tonnes. Donc c'est une poussée immense, c'est quelque chose d'ahurissant en poussée. D'ailleurs, on pousse tellement que la navette, après 30 secondes de décollage, elle met ses moteurs principaux au ralenti tellement il y a de poussée faite par les boosters à poudre. Donc c'est quelque chose d'assez fort en poussée. Et on est, nous, au-dessus de ce pain de dynamite qui peut exploser à la moindre défaillance. Donc il y a les deux. Et c'est normal d'avoir un peu un sentiment de peur. Mais c'est comme si vous aviez une expérience très très forte. Il y a un mélange de peur mélangé avec ce sentiment de puissance et d'attention à ce qui se passe. D'accord. Et au décollage, on prend combien de G? Alors, au décollage, on prend 4 G, entre 3 et 4 G. 3 chez les Américains, parce que la navette était limitée à 3 G. Chez les Russes, ça monte tout doucement à 4 G. En 3 morceaux, il y a 3 étages, donc on fait 4 G au maximum. 4 G, donc si vous faites 80 kg comme moi, ça fait 320 kg sur le ventre, ça c'est bien. Quand on est pilote de chasse, on prend 10 G sur des temps très courts, de l'ordre de 20-30 secondes. Là, on va prendre 4 G par phase successive sur presque 9 minutes. Ah oui, d'accord, donc c'est nettement moins violent que ce qu'on peut penser quand on voit les images, quoi. C'est juste long, il faut savoir, on apprend d'ailleurs en centrifugeuse à respirer avec cette accélération qui est sur le ventre. Donc ça vous comprime un peu les poumons, donc il faut bien dégager les épaules et respirer par le diaphragme. Donc c'est des techniques qu'on apprend et on vous fait tourner en centrifugeuse quelques fois pour bien être à l'aise dans ce paramètre-là. Alors, quand tu dis dégager les épaules, c'est intéressant parce que quand on en discutait séparément. J'ai pu visiter la Cité des Étoiles et on m'a montré un des fameux sièges Soyouz. Hein, j'étais impressionné par la petitesse de la chose, en fait. Donc, je me demande comment on peut écarter ses épaules dans un truc pareil, quoi. Écarter les épaules, c'est une position dans le siège où on dégage un petit peu la poitrine, on garde un volume minimum dans la poitrine et on respire le diaphragme. Alors, dégager les épaules, ça veut dire simplement garder toujours un volume d'air minimum dans les poumons et on respire le diaphragme. C'est des techniques qu'on apprend assez rapidement et ça devient une habitude après. D'accord. Alors donc toi, tu as pu essayer deux choses différentes. Tu as pu essayer Mir, tu as pu essayer la navette. Comment on vit des expériences aussi différentes l'une de l'autre, même si ça reste toujours dans l'espace, mais bon, c'est pas du tout les mêmes espaces, les mêmes appareils. Alors, la phase de décollage, finalement, elle est très courte. Elle ne dure que 9 minutes. En 9 minutes, on est dans l'espace. Donc, c'est plus rapide d'aller dans l'espace que de manger un sandwich. Donc, c'est quand même extrêmement rapide. On décolle de la Terre. 9 minutes après, on est dans l'espace. Donc, c'est une phase très rapide sur laquelle on passe beaucoup de temps à l'entraînement parce que beaucoup de pannes peuvent arriver. D'ailleurs, c'était le cas dans mon deuxième décollage. On a eu beaucoup de pannes assez graves. Mais ça s'est bien passé quand même. Et ensuite, ce que l'on vit, après, c'est le vaisseau est dans l'espace, le vaisseau prend son temps. Après, il y a une certaine lenteur. Le décollage est quelque chose de très dynamique, mais après, une fois qu'on est dans l'espace, il y a une lenteur. À l'époque, en Soyouz, il nous fallait 2 jours pour rejoindre la station spatiale. D'accord. Donc, aujourd'hui, on arrive à le faire avec des temps records. Les Russes arrivent à faire des rendez-vous en 3h30. Donc, vous voyez, c'est comme grâce aux nouveaux ordinateurs, grâce aux nouvelles technologies et surtout grâce aux nouveaux systèmes de rendez-vous, on arrive à rejoindre en 3h30, donc 2 orbites et demie environ, 2 tours de la Terre, on est sur la station. C'est carrément ahurissant comme succès. C'est plus facile, c'est plus rapide d'aller dans l'espace que d'aller de Paris à New York, quoi. Avec les contrôles de sécurité, les grèves, Le dernier décollage des Russes qui était sur un vaisseau Progress, ils ont fait un rendez-vous en 3h30, je crois. C'est quelque chose de vraiment un record mondial, historique. C'est passé inaperçu chez les médias, mais c'est vraiment un record historique. Mais ça veut dire quoi? Ils poussent tout le temps à ce moment-là pour aller plus vite? Non, c'est-à-dire qu'ils ont une précision dans les impulsions et ils font ces impulsions
il y a 4 impulsions à faire, ils les font plus rapidement. Au lieu de les faire toutes les 3 orbites, ils les font toutes les demi-orbites. D'accord. Waouh. Ok. Donc il faut une propulsion toujours à 180 degrés par rapport aux orbites. D'accord. Ah oui, d'accord. Il s'éloigne de plus en plus, en fait. Quand on passe d'une orbite à 200 km, d'une orbite à 400 km, donc on passe d'un rond à un ovale, donc il faut faire les impulsions au sommet de l'ovale. Oui, d'accord. C'est à 180 degrés par rapport à l'ovale. D'accord, d'accord. Excellent. Et donc, lors des 2 missions que tu as pu vivre, tu avais des rôles différents. Quels étaient ces rôles? Oui. Le premier vol, c'était un vol plutôt scientifique, médical. Donc, j'avais fait de l'échographie pendant le vol et j'avais fait du neurosensoriel pendant ce vol-là, en plus de 10 expériences qui étaient liées à des thèmes divers de physique, comme le point triple, comme l'étude des radiations, comme les prises de sang, les prises de différents éléments dans la station. Donc, il y avait 10 expériences au total, mais le temps maximum passé était quand même sur l'échographie, les changements de variation du cœur, les modifications du système neurosensoriel dans l'espace. Et la deuxième mission était plutôt une mission où j'ai lancé, à l'aide de Katie Coleman, avec une astronaute américaine, on a lancé le télescope Chandra, qui est un télescope qui va vérifier et chercher les rayons X qui viennent des trous noirs, des étoiles à neutrons et des quasars, de tous les phénomènes stellaires assez importants. Donc c'était un gros télescope parce que le télescope faisait toute la taille de la soute de la navette et ce télescope pesait vraiment très lourd, ce qui fait qu'on a fait un vol de 5 jours uniquement avec 5 personnes uniquement à bord. D'accord, juste pour le télescope. Parce qu'on a tous en tête un peu l'image de Hubble. C'est quoi? C'était la même taille que Hubble à peu près? C'était un peu plus gros que Hubble. Parce que Hubble était des missions avec 7 personnes, alors que là on était des missions à 5 personnes. D'accord, donc les quelques 160 kilos de viande permettaient de mettre plus. Oui. Non, Hubble c'était dans les rayons optiques, alors que nous on a fait un télescope dans les rayons X, et quand on regarde au niveau scientifique pur, un trou noir est un aimant tellement fort qu'on ne peut pas le voir. Il ne dégage pas de rayons optiques, les photons ne vont pas se voir, donc il faut le voir par un autre procédé. Or, les corps aimantés très forts, avec aimantation très forte, du type trou noir, vont émettre des rayons X, des rayons gamma et autres. Et nous, dans ce télescope-là, on a récupéré les rayons X. Donc, l'importance d'avoir plusieurs télescopes dans différentes gammes d'ondes dans l'espace permet de voir une cartographie complète de ce qui nous entoure et de mieux comprendre notre univers, de mieux comprendre les lois physiques de l'univers qui sont autour de nous, et c'est très important d'avoir cette connaissance. D'accord, et cet appareil tourne toujours? Ah oui, il est toujours. Il était prévu quand on l'a lancé en 99 pour rester 5 ans. Là, on est à 20 ans, donc on a fait le maximum de l'exploitation de ce télescope. Et on attend qu'on lance un prochain télescope. Mais celui-là, il est toujours en vol. D'accord, et donc lui, il va un jour faire sa rentrée, il va se détruire, et voilà. Alors, il ne fera pas sa rentrée parce qu'il est sur une orbite très très haute. Le point haut est à 110 000 km, le point bas est à 10 000 km, donc il ne pourra pas rentrer sur Terre. Il va se détruire d'une façon ou d'une autre, ou il restera en orbite d'une façon ou d'une autre, mais il est trop haut pour rentrer sur Terre. D'accord, excellent. Alors donc, pendant toutes ces aventures, tu as dû vivre quand même quelques moments super exceptionnels. Est-ce qu'il y en a un ou deux dont tu pourrais nous parler? Alors, les moments, il y a plusieurs moments exceptionnels, bien sûr. Dans cette vie d'astronaute, il y a un contraste entre l'entraînement, qui est un entraînement qui est long, qui est long, fastidieux, où on fait des checklists, où on va répéter les checklists en permanence pour bien apprendre. Les moments exceptionnels, c'est le premier décollage. Le décollage, c'est exceptionnel. Ça, c'est un moment dont on se souvient toute sa vie. Hein, les sensations du décollage, les vibrations du décollage, les bruits, l'attention que nous avons, hein, le fait que nous-mêmes, on est vraiment hyper attentifs à ce moment-là. Ça, c'est quelque chose d'assez marquant. Deuxième chose qui est assez marquante, c'est l'arrivée, le rendez-vous. Donc vous arrivez, imaginez-vous la station spatiale qui est un gros morceau de 400 tonnes, hein, qui flotte dans l'espace, qui tourne aussi à 28 000 km/h. Nous qui arrivons à 28 000 km/h derrière, et on arrive à voir cet élément. Vu qu'on est en dessous, on le voit dans le ciel noir. Moi, quand je suis arrivé, c'était au Terminator, donc il était doré. On voyait la limite entre le blanc et le noir, enfin entre l'ombre et la partie soleil. Et ça, c'est un truc doré dans l'espace, donc c'est assez magique. Et il y a un sentiment de poésie, de calme, de beauté, hein, d'esthétique,
Mais surtout derrière, ce qui m'avait marqué, je me suis dit quand même bravo à chapeau à l'être humain, aux ingénieurs qui ont mis ça en place, à 28 000 à l'heure, on puisse faire un rendez-vous et que ça va être précis au centimètre près pour arriver dessus. Moi, je suis un peu, après toutes ces expériences dans l'espace, estomaqué de voir comment l'être humain a réussi à maîtriser un truc aussi complexe. Ça, c'est quelque chose qui me laisse toujours admiratif de l'être humain. C'est pour ça que, d'une façon générale, sur tous les problèmes qu'on peut avoir sur Terre, je suis assez confiant. Parce que si on arrive à aller dans l'espace, si on arrive à mettre des êtres humains dans l'espace, on peut régler beaucoup d'autres problèmes, parce que c'est vraiment complexe. Ouais. Et ensuite, autre moment important, être en apesanteur, donc flotter dans l'espace, qui est un petit peu déboussolant au départ, parce qu'on perd son référentiel habituel. Moi, au début, j'avais un problème, et c'est marrant parce que j'ai lu le blog d'un astronaute, d'un cosmonaute russe ou d'un astronaute américain récemment. Il me disait au début, c'est difficile d'aller dans un module, puis d'aller dans un autre module, parce que on est toujours habitué à avoir le sol en bas et le plafond en haut. Et là, il y avait un module, je me souviens quand je rentrais dans la station spatiale, je passais d'un sol en bas, plafond haut, j'arrivais dans l'autre module, c'était l'inverse. Et à chaque fois, je me faisais avoir parce que j'avais toujours le sol. Et à chaque fois que je rentrais dans ce nouveau module, il me fallait quelques secondes pour m'adapter. Et c'était un petit peu gênant d'avoir cette rotation à 180 degrés. Et à un moment donné, j'ai dit, bon, écoutez, je me suis dit, c'est pas la peine de m'embêter. Quand je passerai dans ce sas, je ferai un 180 degrés directement, sans chercher à réfléchir, et je me retrouverai directement avec le sol en bas, et j'ai fait ça après. Donc, on développe des moyens d'adaptation incroyables, hein, pas que moi, mais tous les astronautes comme moi, on s'adapte en apesanteur. Vous mettez le crayon devant vous, bon, il va rester devant vous comme ça, par miracle, ça devient naturel. On s'adapte complètement et très rapidement à être en apesanteur. Donc, encore quelque chose de rassurant pour l'être humain, c'est qu'on a des capacités d'adaptation qui sont énormes. Et d'ailleurs, on l'a vu récemment dans cette partie de confinement à cause du virus, les gens sont restés confinés, ils ont développé des milliers de choses qu'on ne connaissait pas grâce au confinement. Donc ça veut bien dire qu'on a des capacités d'adaptation qui sont insoupçonnées et qu'il ne faut qu'une petite étincelle pour les remettre au goût du jour et pour les faire prospérer. Ouais, c'est clair, je veux dire, si notre espèce a survécu, il y a quelque chose, parce qu'on est quand même les moins rapides, les moins grands, les moins costauds, on a les plus petites dents, bon, on a une grande gueule, mais sinon, effectivement... Oui, mais on a une créativité, et ça, c'est vraiment la chose qui est bien, et ça m'a permis de réfléchir aussi à des débats qu'on a aujourd'hui. Est-ce que dans l'espace, on doit envoyer le robot ou l'être humain? Eh bien, quand je vois SpaceX, regardez le décollage de SpaceX hier, qui a décollé depuis 2011-2012, donc ça fait presque 8 ans qu'ils vont dans l'espace, pour lancer des cargos automatiques. Bon, il y avait une couverture médiatique moyenne, mais parce qu'il y a 2 êtres humains qui vont dans l'espace, ça change, c'est 1000 fois supérieur. L'être humain, eh bien, c'est toujours quelque chose de fascinant. L'être humain qui va décoller, même pour aller en orbite basse avec un scaphandre blanc, c'est fascinant. Tout le monde était scotché devant leur télévision hier, dans toute la Terre, pour voir ce moment spécial, parce que c'est 2 êtres humains. Et quand on va sur Mars, c'est vrai que les robots font un travail extraordinaire, mais envoyer un être humain dans une autre planète, ça a une dimension qui est tellement importante au niveau de notre réalisation à nous, que ça dépasse un petit peu le but même de la recherche scientifique. C'est autre chose, c'est l'humain qui va s'exporter à l'extérieur. Et ça, c'est très important dans la signification de nos vols spatiaux. D'accord. Alors, tu parlais justement des stations spatiales, puis on en avait discuté séparément. La taille, parce qu'on s'imagine en fait que c'est très grand. Moi, j'ai eu le plaisir encore une fois d'être à la Cité des Étoiles, donc de voir la mire qui était posée là, où on pouvait rentrer. Et j'étais absolument abasourdi par la petitesse de la chose, et de me dire que plusieurs personnes vivent là-dedans pendant un temps certain. Donc, tu peux nous en dire un peu plus sur cette taille, comment on y vit ? Alors, Mir, c'est vrai que Mir, dans les stations spatiales, on ne va pas parler en mètres carrés. On va parler en mètres cubes. En mètres cubes, donc, quand on va dans le vaisseau Soyouz fait au total, avec le module orbital, il fait 10 mètres cubes. Donc, grosso modo, on pourrait dire que ça fait 10 mètres carrés. Alors, c'est vrai qu'on passe 3
On est à 3 personnes pendant 2 jours sur 10 mètres carrés. C'est pas forcément très grand, mais je n'ai aucun souvenir de gêne parce que il y avait toujours une personne dans le Soyouz en bas qui fait 3 mètres cubes, 2 personnes en haut dans l'orbital qui fait 7 mètres cubes. Donc on est toujours chacun 3 mètres cubes. On est toujours 3 mètres carrés. Donc ça s'est bien passé. La station spatiale, à l'époque, la station Mir faisait 400 mètres cubes. C'est donc 400 mètres carrés. Aujourd'hui, on parle de la station ISS qui fait environ 1200 mètres cubes. On va dire 1200 mètres carrés pour 6 personnes. C'est comme si vous aviez chacun un appartement de 200 mètres carrés avec vue sur Terre, avec des beaux hublots sur Terre. Donc, il n'y a pas de... La gêne n'est pas le manque de place. La gêne, c'est d'être enfermé, bien sûr, de voir toujours les mêmes visages pendant 6 mois ou pendant 3 mois, ce seront les mêmes équipages. Ça peut être une gêne, ça peut être une lassitude, mais on s'entraîne pour ça et nous avons mis au point des entraînements spécifiques pour rendre les gens mieux adaptés à faire ces vols de longue durée. Et avec ces entraînements qu'on a fait dans les années 2000, ça marche vraiment très très bien. Ouais, parce que j'avais même lu, je crois, qu'ils ont essayé de mettre quelqu'un tout seul dans un trou quelque part pour voir si l'être humain seul pouvait survivre à un vol vers Mars. Et le pauvre garçon est devenu zinzin assez rapidement, apparemment. Alors, il y a des expériences qui ont été négatives, mais nous avons fait 2 expériences positives à l'ESA avec 6 personnes enfermées pendant 18 mois. C'est l'expérience 18 mois Mars 500 qui s'est faite au nord de Moscou à l'IMBP, et ça a très bien fonctionné. Et on a fait une autre expérience avec un Français isolé pendant 1 an dans un module, tout seul, isolé, et ça a très bien fonctionné aussi, mais avec des entraînements psychologiques, du soutien psychologique, de l'attention par les psychologues en permanence. Dans ces vols que nous avons aujourd'hui, nous avons maintenant mis en place un support avec les psychologues, et c'est vraiment très important. Chose qu'il n'y avait pas de mon temps, parce que les vols étaient courts, mais sur les vols longs, on se rend compte que la discussion avec un psychologue, elle est vitale. Le psychologue reprend un rôle très important. Nous, je me souviens, à l'Agence spatiale européenne, les contacts qu'on a eus avec les psychologues ont vraiment été positifs. C'est vraiment un changement, parce qu'on s'imagine toujours les psychologues comme des gens un peu qui sont là pour soigner les malades, mais pas du tout. Ils sont là pour aider les gens qui sont en bonne santé. C'est comme une mise au point quand vous faites réviser votre voiture pour régler les bougies, etc. Eh bien, le psychologue, il fait un peu cette mise au point. Il vous remet quand on est un petit peu sorti légèrement du rail, il vous remet dans le rail facilement. Non, franchement, c'est des gens qui ont joué un rôle extraordinaire dans les vols de longue durée. Intéressant, ouais. Mais alors, à l'avenir, quand les vols iront de plus en plus loin et que les communications seront de plus en plus difficiles et longues, comment est-ce qu'ils vont intervenir ? Alors, c'est ce qu'on a fait dans la mission Mars 500. On a simulé que ce n'était pas simplement un équipage de 6 personnes enfermées autour de la Terre, dans un bidon autour de la Terre, à distance d'un vol à 400 km, mais on a simulé que c'était un vol qui allait vers Mars. Ce qui fait que, à chaque période du vol, qui a duré 18 mois, on a simulé qu'il s'éloignait de la Terre vers Mars, et on a augmenté la durée de communication. Ce qui fait que lorsqu'il était sur Mars, la communication prenait à peu près 20 minutes de délai. Donc on est passé progressivement de la communication vocale vers la communication écrite, par des messages écrits textuels, pour qu'ils puissent communiquer. On a toujours gardé la communication qui est fondamentale, mais on est passé de la communication phonique vers la communication écrite. Et au retour, pareil. Après, on a fait un simulacre d'atterrissage sur Mars, qui était motivant, parce que ça marquait une étape pour les astronautes, mais aussi il y avait une phase importante où on pouvait descendre sur Mars. On avait simulé un sol martien avec des scaphandres, donc c'était vraiment très très bien fait et motivant. Et ensuite, ils ont fait le retour sur la Terre, et je pense que moi j'ai vu avec Romain Charles, qui était le Français qui a participé à cette mission, eh bien, il dit très bien qu'il est fier d'avoir participé un petit peu par son travail à la construction du voyage sur Mars. Donc chacun y trouve sa motivation. D'accord, excellent. Et alors, la question qu'on se pose souvent, puis on en entend parler par rapport aux anciens astronautes, etc., c'est est-ce qu'on revient changer de l'espace ? Est-ce qu'on est quelqu'un d'autre ? Alors, il y a une chose qui change tous les astronautes, et ça c'est quel qu'ils soient russes ou américains, c'est que lorsqu'on arrive dans l'espace,
on va voir que la frontière que nous voyons d'habitude, la frontière que nous voyons, qui est une frontière sur Terre, qui est une frontière horizontale, donc les lignes noires qui partagent les différents pays, disparaît. Il y a plus cette ligne noire qui va être entre les différents pays. Par contre, il y a une ligne noire qui est entre la Terre et les 100 km d'atmosphère. Donc cette ligne noire devient la frontière entre la Terre et l'espace. Ce qui veut dire, on comprend instinctivement que la grosse frontière réelle, c'est l'espace et la Terre. Et donc c'est un sentiment qui vous donne l'envie d'unir les terriens ensemble face à l'espace et face aux dangers de l'espace. Donc nous sommes dans un même vaisseau qui est le vaisseau pour tout le monde, même par rapport à cet environnement spatial. D'accord. Et alors maintenant, tu es terrien de nouveau depuis longtemps, comment ton expérience spatiale te sert au jour le jour? Est-ce qu'elle sert à quelque chose au jour le jour? Est-ce que tu en fais usage? Oui, alors moi je m'en sers beaucoup parce que maintenant j'ai quitté l'Agence spatiale européenne, donc je partage mon temps. J'ai été directeur d'une école de pilotage en région parisienne, mais surtout je fais beaucoup de conférences sur le management pour aider les managers à se servir un petit peu de nos techniques de l'espace pour les mettre au profit de leur métier, pour les motiver, pour leur montrer que si on peut le faire dans l'espace, eh bien on peut le faire au niveau d'un job. Donc leur donner les critères ou les techniques que nous utilisons nous dans l'espace pour aider les managers, en leur expliquant le voyage spatial, en leur faisant rêver sur l'espace bien sûr, mais en rentrant un peu plus dans le détail sur la façon de gérer les astronautes et la façon de gérer les risques, la gestion du risque, la gestion des astronautes bien sûr, et comment on aborde cette méthode de l'espace de façon la plus rationnelle possible. D'accord. Alors, pour maintenant revenir un peu plus sur Terre, il y a beaucoup de gens qui considèrent que tous ces machins qu'on envoie dans l'espace, c'est jamais que de la pollution. Donc nous, avec la sphère, là, pour Memory Space Corporation, la première chose qu'on nous dit, c'est vous allez balancer encore un truc de plus qui va polluer. Qu'est-ce que chacun peut retirer de tout ce qui se passe dans l'espace? Est-ce que tous ces appareils qui volent là autour, ça apporte quelque chose à chaque individu sur Terre? Alors on le sait, oui, Internet, etc. Mais est-ce qu'il y a autre chose derrière? Est-ce que ça vaut le coup? Par exemple, nos vols spatiaux nous ont fait beaucoup progresser au niveau connaissance de l'être humain, puisque quand vous regardez au niveau du cœur, par exemple, on s'est rendu compte que lorsqu'on arrive dans l'espace, le sang va remonter vers la tête, les jambes vont diminuer, donc le cœur va changer de forme, le cœur va s'adapter automatiquement, donc on a des connaissances sur le système cardiaque qui sont de l'espace. Autre domaine, c'est l'ostéoporose. Nous déclenchons une perte de l'os, une ostéoporose, chez les gens comme nous, qui sont des gens qui font du sport, qui sont sains, qui sont en bonne santé, et on s'est rendu compte que l'ostéoporose, elle est réversible. Donc, en faisant varier un paramètre qu'il est impossible de faire varier sur Terre, qui est le paramètre pesanteur, on a fait des connaissances sur l'ensemble de l'être humain et l'ensemble des techniques qui permettent de faire des fabrications dans l'espace. Un autre exemple, ce sont les médicaments, la croissance de protéines de cristal. Et bien, quand on regarde les protéines de cristal, elles vont en apesanteur avoir un volume qui est beaucoup plus grand, et en étant beaucoup plus grand en volume, on va avoir une connaissance meilleure de la molécule et donc faire le médicament approprié de façon plus efficace. D'accord, intéressant. Alors, est-ce qu'il faut continuer à aller dans l'espace? Est-ce qu'il faut continuer à aller de plus en plus loin et de plus en plus profond dans l'espace? Il faut aller dans l'espace, bien sûr, il faut y aller. On va continuer à y aller parce que on a commencé cette exploration, on a commencé cette exploitation. Les prochaines missions et cette décennie qui commence cette année va nous permettre de faire les vols habités dans l'espace commerciaux. C'est ce qu'on a vu presque arriver hier soir. Ensuite, le retour sur la Lune qui va se faire de façon plus prolongée. On ne va pas faire des séjours de 2-3 jours sur la Lune, mais des séjours qui seront plus longs sur la Lune. Donc, avoir une meilleure connaissance scientifique de la Lune. Certainement, il y a de façon internationale. Ce ne sera pas uniquement un pays qui ira sur la Lune, mais ce sera un ensemble de nations qui ira sur la Lune. Donc, une motivation planétaire pour aller sur la Lune. Et après, on va, à partir de ces voyages lunaires, préparer les voyages du futur qui seront des voyages qui iront vers Mars ou vers les astéroïdes. D'accord.
Alors, on va finir avec des questions un peu plus philosophiques, je dirais. C'est la première, c'est est-ce que l'humanité doit continuer à essaimer? À essaimer, c'est-à-dire? À continuer à se développer, que ce soit sur Terre, que ce soit ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent ouais, on va aller coloniser la Lune, Mars, on a déjà foutu en l'air la Terre, est-ce qu'il faut aller abîmer autre chose? Enfin, ouais. Alors, c'est vrai que bon là, on parle de différentes questions en même temps. Il y a un problème écologique, mais le problème écologique, bon, il est vrai. Il y a un problème écologique sur Terre. Il y a eu un gaspillage énorme. Il y a eu une pollution qui est très forte. Il y a surtout une augmentation du CO2, une augmentation de l'effet de serre qui se produit grâce et à cause de notre activité fossile. Donc, tout cela, on en a conscience. Mais il faut savoir que il faut le voir de façon positive. On s'est rendu compte qu'il y avait une aggravation des problèmes d'écologie sur Terre. On s'en est rendu compte. On prend des mesures. Par exemple, aujourd'hui, on aide quand même plus, quand vous achetez une voiture, on vous incite à prendre une voiture hybride, voire électrique. Donc, on va essayer au fur et à mesure d'arrêter un petit peu les émissions fossiles. Le problème d'écologie, il est permanent. Quand vous faites une société, on vous demande quelle est la signature écologique de votre business. Est-ce que c'est un rendement écologique ou pas écologique? Le fait de lancer des satellites comme par exemple Starlink, ce qu'a fait Elon Musk, ça permet, d'une façon, ça pollue un petit peu, c'est vrai, ça pollue l'espace en dehors de l'atmosphère, mais on ne pollue pas la Terre, parce que grâce à Starlink, on va avoir des moyens de communication Internet qui seront accessibles sur l'ensemble de la Terre, en évitant de mettre des câbles qui vont polluer la Terre ou polluer les terrains sur lesquels ils seront implantés. Donc, en externalisant certains moyens grâce à l'espace, on fait quand même une approche écologique. Donc, l'écologie est importante. Le problème, maintenant qu'on peut dire, c'est vrai que la population est assez importante. Je me souviens du chiffre, lorsque Gagarine a décollé dans l'espace en 61, nous étions 2 milliards sur Terre. Wow. Aujourd'hui, nous sommes plus de 7 milliards sur Terre, donc c'est multiplié par 3. Donc il y a une augmentation de la population sur Terre. Est-ce que cette population peut augmenter de façon permanente? C'est difficile à dire, bien sûr. Hein, c'est un problème à régler. Est-ce qu'il faut prévoir des terrains de remplacement sur la Lune ou sur Mars? Ça, c'est encore un grand débat. Je pense qu'aujourd'hui, il faut vraiment faire attention à ce contrôle de population et savoir est-ce que la capacité de la Terre elle est en mesure d'aider et de faire vivre les 7 milliards qui vont devenir bientôt 10 milliards sur Terre. Et est-ce qu'on laisse dériver ce nombre jusqu'à un nombre infini qui ne peut pas être infini de toute façon. Donc il y a certainement un exercice de réflexion là-dessus et qui est même très délicat, bien sûr. Ouais. Alors, nous, comme on veut envoyer la sphère à travers l'espace pour un voyage sans retour, on nous dit souvent « Ouais, mais j'ai pas envie de mettre mes mémoires à bord de la sphère parce qu'il y a peut-être des extraterrestres qui vont les lire. » Alors, dans le milieu de la recherche scientifique spatiale, est-ce qu'on croit à une vie extraterrestre? Est-ce qu'on en parle? Alors, donc, vie extraterrestre, c'est compliqué parce que aujourd'hui, ce que l'on sait, c'est qu'on a trouvé des exoplanètes. Donc, on a trouvé des planètes qui sont autour de leurs étoiles. Quand on voit un point lumineux dans le ciel, eh bien, cette étoile, c'est en fait un soleil. C'est un système solaire équivalent à notre système solaire, donc avec un soleil, des planètes qui tournent autour. Et certaines de ces planètes ont une température qui est ni trop chaude ni trop froide, où l'eau peut être liquide. Donc, on a découvert des exoplanètes où l'exo est possible. Donc la vie est possible sur ces planètes-là. Maintenant, on n'a pas trouvé de traces de vie. On n'a pas trouvé de personnes qui nous parlent, qui nous émettent des signaux, etc. Alors il y a beaucoup de films là-dessus qui disent bon, on a vu les petits hommes verts. C'est vrai que c'est bien de faire travailler l'imagination et ça fait un peu peur, ça rassure, on ne sait pas trop. Donc il y a beaucoup de science-fiction quand même dans ce domaine-là. Moi, j'en ai pas vu d'extraterrestres. On a vu des phénomènes, bien sûr, des phénomènes visuels assez importants et assez déboussolants. J'en ai vu moi-même des phénomènes visuels, mais qui sont expliqués par des phénomènes particuliers, électromagnétiques. Il y a des aurores boréales qui sont des phénomènes visuels, qui ne sont pas des extraterrestres non plus. Donc,
chaque chose peut s'expliquer, et quand un phénomène ne peut pas s'expliquer, là il y a un doute bien sûr, mais le doute ne veut pas dire que c'est forcément une personne qui sort d'un autre système qui vient nous voir. Aujourd'hui, on approche quand même de façon scientifique, et je pense que nous, on doit être factuel. Donc aujourd'hui, on va certainement aller sur Mars, et d'ailleurs on y est déjà avec les robots. On va essayer de retrouver de l'eau liquide sur Mars en creusant le mieux possible la croûte martienne pour voir s'il y a des bactéries dans l'eau liquide de Mars, et savoir s'il y a une ressemblance ou une diversité entre les bactéries qu'on va trouver sur Mars et les bactéries terrestres. Donc la différence entre la vie bactérienne sur Mars, la vie bactérienne sur la Terre, vont nous expliquer ce qu'on va faire. Donc ça, c'est un renseignement qu'on va avoir rapidement. Je pense dans les 5 ou 10 prochaines années, on aura ce renseignement, parce qu'on va envoyer des systèmes qui vont creuser la croûte martienne assez rapidement. Et une fois qu'on aura ça, on pourra quand même parler après de diversité ou pas. Mais très certainement, je pense qu'il y aura une commonalité, on va trouver une commonalité entre la vie martienne et la vie terrestre, auquel cas on pourra dire que nous sommes des terrestres, des terriens, mais finalement notre origine elle était de Mars. Et peut-être qu'il y a eu une vie sur Mars avant d'avoir une vie sur Terre. Donc on y va pas à pas, on peut pas avoir une réponse là-dessus. Et les extraterrestres, j'en ai pas vu. Et s'il y en a, ils sont pas forcément méchants. Non, il faut rester positif quand même, zut. Il faut rester positif, et puis il faut savoir quel est leur intérêt d'être méchant. Qu'est-ce qu'il y aurait à dérober de si précieux sur Terre. Exactement. À part la vie humaine. Mais si on dérobe la vie humaine, ils perdent l'avantage de leur découverte. Exact. Alors, une petite dernière, pour bien se finir. L'univers est-il fini ou infini ? Alors aujourd'hui, on trouve que l'univers est en expansion. Donc d'abord, l'univers complet est en expansion. Quand on parle avec les grands astrophysiciens, ils disent on a trouvé la frontière du visible, mais derrière ce mur qui est le mur du visible, derrière il y a un mur encore infini qui est un mur invisible. Ce qui veut dire que cet espace, il est infini. Au sens même de l'astrophysicien, eh bien, il y a la capacité de l'être humain de savoir où est cette distance maximale. On sait que cette distance maximale est en expansion, bien sûr, et on sait qu'il y a une limite qui est le visible et le non visible, mais il n'y a pas de mur, il y a juste une limite visible et non visible. D'accord, excellent. Bon, moi, j'ai plus de questions, donc je tenais à te remercier immensément pour ton temps. C'était un vrai bonheur. C'était très émouvant.